Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Répartations en compagnie de l'inénarrable Nathanaël Rigadi. Comment ça va, Nathanaël? Ça va bien, merci Adrien, et toi? Ça va bien, ça va bien. Je suis content qu'on fasse cet épisode avec un peu d'avance, mais aussi un peu de retard. Euh, en avance d'une journée parce que tu t'es décidé à être disponible une journée avant. Et en même temps, 1 heure de retard parce qu'on a mis 1 heure à configurer des micros, à configurer Teams, à tout configurer. C'est vraiment un bonheur de passer ce moment avec toi. Ça l'était déjà l'heure précédente et ça le sera certainement l'heure suivante. En Euh, espérant que ça fonctionne pendant tout le podcast. oui, 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 évidemment, évidemment. Sinon, on se retrouvera comme certains autres épisodes dans lesquels on avait des micros foireux et puis des problèmes de connexion. Et bon, bref. Windows et Teams. On peut parler de ça, hein, déjà, on peut direct commencer. Mais quand tu es chercheur et que tu as ton compte Teams personnel, que tu as ton compte Teams professionnel d'université, mais que tu as aussi le compte Teams professionnel de l'université d'avant, mais que tu as aussi été invité avec ton compte personnel dans le compte Teams professionnel de l'université d'avant, mais aussi dans l'université de maintenant, et que tu as été ajouté à des groupes dans certains Teams, mais pas dans d'autres, et que tu sais plus si c'est avec ton compte personnel ou pro ou quoi, que tu es dans tel ou tel. C'est un bordel pas possible. Ouais, c'est l'enfer. Et en plus de ça, les universités, bah, elles veulent protéger leurs Teams et du coup, elles bloquent l'accès au bout de genre une jour. Il faut se reconnecter systématiquement aux Teams tous les jours, les 2, 3 Teams que tu as besoin. C'est terrible. C'est terrible. Bon, on n'aura pas Ouais. fini de râler dans cette émission. Émission un peu spéciale parce que bon, on a commencé à faire ce podcast avec l'idée de discuter tous les deux d'un article, on s'était dit déjà récent. On aurait aussi aimé faire des articles très anciens, mais en fait, on n'a jamais eu l'occasion pour l'instant. Donc, de discuter ensemble d'articles récents tous les deux. Puis après est venue l'idée d'inviter des gens. Et en fait, on est toujours un peu tiraillé dans cette idée de, on veut faire un peu de l'actualité parce qu'on n'a pas envie non plus de parler toujours de la même chose. Et surtout qu'en plus, toi et moi, on aime beaucoup un truc très particulier qui est la métascience. Mais même dans la métascience, on aime bien que des trucs très particuliers de la métascience. On s'intéresse pas forcément à tout. Et donc, c'était aussi le fait d'avoir des invités. Ça nous permettait aussi vachement de décentrer notre domaine d'intérêt et puis d'apprendre des trucs qu'on n'aurait pas appris par nous-mêmes en allant regarder par nous-mêmes. Et en même temps, il y a quand même cet aspect où à chaque fois, quand des personnes viennent nous voir, eux, ils trouvent plus intéressant des articles un peu plus anciens. Et en même temps, je trouve ça cool de pouvoir vraiment discuter de l'actualité. Ouais. Et donc, je me suis dit, comment on peut faire pour faire les deux? Et en fait, bah, il y a des blogs, et puis enfin, voilà, tous les jours, il y a du contenu qui est discuté et publié sur la métascience. Et donc, je voudrais qu'on en discute avec vous, les auditeurs, de ce qui vous intéresserait le plus, sachant que là, en gros, ce qu'on va vous proposer durant cet épisode, c'est de discuter tous les deux de tout petites, pas des anecdotes, mais des petits billets de blog, des petits fils d'actualité, des petits trucs, histoire de voir ce qui se passe là actuellement quand on enregistre cet épisode, c'est-à-dire, en gros, j'ai sélectionné des trucs depuis le début du mois de mai jusqu'à la fin du mois de mai, grosso modo. Et en fait, de voir si on ferait pas des épisodes spéciaux que de ça, ou si finalement, à chaque épisode, on se forcerait à faire un épisode un peu plus rapide, c'est-à-dire peut-être aller moins dans le détail des articles que l'on discute, et faire une petite partie avant qui est revue de presse, quoi, avec 3, 4 articles qui nous ont marqué ce mois-ci, et ensuite aller directement à l'article et prendre vraiment du temps à chaque fois pour développer sur un article particulier, mais en gardant quand même un peu de temps pour faire cette revue de presse. Voilà l'idée. Et donc, bah, j'ai sélectionné tout un tas d'articles qui m'ont paru intéressants. Et puis, on va en discuter avec Nathanaël. Ça marche? Ouais, Ouais, Eh bien, pour moi, c'est c'est parti. parfait. Mhm. Premier point. Je sais pas si tu as vu. À chaque fois, je vais peut-être commencer mes accroches par je sais pas si tu as vu ça. Mais est-ce que si je te dis Université de Zurich, que je te dis Reddit et que je te dis intelligence artificielle, ça te parle ou pas? Est-ce que tu as vu cet article-là? Zurich, Ouais. non, j'ai vu un truc avec le MIT, avec l'IA, là, le fameux papier Ah, mais avec Reddit. complètement fait. Ouais. Avec Reddit, non, non, ça, j'ai pas vu, non. Mm. Ah putain, alors bon, voilà ce que j'ai écrit. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des chercheurs
qui sont allés sur un Reddit en se disant, vas-y, nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre le changement de comportement, le changement d'attitude, voilà. Et donc, pour les auditeurs qui savent pas ce que c'est que Reddit, c'est un forum. Enfin, en fait, c'est pas un forum, c'est un site internet dans lequel se trouvent plein de forums différents. Et donc, tu as des forums genre voyager à Bali. Et donc, les gens discutent de ce qui se passe voyager à Bali. Il y a des forums genre France. Il y a le forum, je sais pas, milieu académique. Il y a plein, plein, plein de forums. Et là, il y a un forum qui s'appelle, je crois que ça s'appelle, est-ce que je l'ai écrit, un truc genre Change My Mind. Donc, c'est des gens qui disent voilà à quoi je crois. Faites-moi changer d'avis. Et en gros, ces chercheurs se sont dit, vas-y, c'est une occasion pour tester de manière réelle si ChatGPT est capable de faire changer d'avis des gens. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Donc eux, ils se sont dit, vas-y, on va injecter dedans, enfin en fait, on va créer des faux comptes. Je crois qu'ils ont 34 faux comptes et ils ont envoyé plus de 1500 messages sur la plateforme. OK? Sauf que Ouais. le problème là-dessus, c'est que change my mind, ça veut dire que tu as un avis sur un truc, tu vois? Et donc là, tu as eu des gens. Donc, alors attends, que je te dise. Donc, ils ont inventé un personnage d'un homme ayant survécu à un viol. Ils ont inventé un personnage d'un conseiller en traumatologie. Un personnage d'une personne noire en désaccord avec le mouvement Black Lives Matter. Et voilà, tout un tas de trucs. En fait, tout un tas de comptes comme ça. Et l'objectif, c'était de dire, bah, typiquement, voilà, je suis une personne noire et je suis contre le mouvement Black Lives Matter. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais t'expliquer Mhm. pourquoi toi qui penses que Black Lives Matter c'est bien, en fait, c'est pas bien. Là, Ouais. tu comprends le problème éthique, enfin le problème moral de dire on va cacher le fait que c'est un personnage inventé par ChatGPT et c'est pas une vraie personne. Et le fait Ouais. que tu vas amener quelqu'un à changer d'avis sur un truc qui est hyper sensible politiquement. Et puis bah, c'est quand même des minorités enfin, c'est des gens qui meurent aux États-Unis par une violence systémique liée à la couleur de peau. Ouais. Et donc eux, tranquilles, ils ont fait ça. Ils ont rédigé leur article, ils ont publié leur article en prouvant que les messages de ChatGPT étaient plus persuasifs que les messages humains. Ce qui est hyper, hyper chaud. Ouais, un peu, Et ouais. surtout, Reddit, donc la grosse autorité Reddit, le gros site web Reddit, n'autorise pas de commentaires rédigés par IA. Et Ok. évidemment, le subreddit, donc subreddit, c'est vraiment le forum en lui-même sur Change My Mind, n'était pas d'accord non plus par rapport à ça. Et donc, ils ont contacté le comité d'éthique de l'université en disant, premier point, vous faites rétracter l'article parce que enfin, nous, on n'autorise pas du tout d'avoir utilisé les informations chez nous. Et deux, Ouais. bah, va falloir punir vos chercheurs parce que quand même, ça viole toute déontologie possible. Et surtout, comment vous avez fait pour accepter, vous, en tant que comité d'éthique, qu'une expérimentation comme ça puisse passer. Ouais. Mhm. Qu'a répondu le comité d'éthique. Le comité d'éthique a dit, notre rôle n'est que consultatif et nous ne pouvons empêcher les chercheurs de mener à bien leurs recherches. Quoi? Mais qu'est-ce que En fait, ça le n'a aucun comité sens. d'éthique de Zurich n'est pas là pour autoriser à faire des recherches et on le consulte. Mais ça sert à quoi d'avoir un comité d'éthique alors? Ah bah, je Je sais veux dire, pas. c'est prescriptif un comité d'éthique dans toutes Et les bah, universités où j'ai pu aller. Je veux dire, c'est visiblement eux pas qui là. autorisent ou refusent une. Mais c'est complètement dingue. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis en Ah, plus, enfin, je j'adore veux les dire, avis à chaud. il y a Alors là, on va faire que des épisodes comme ça, Nathaniel. J'adore. ouais, ouais, ouais. Bah J'adore. non, mais regarde, enfin, déjà, ça n'a aucun sens. Alors, du coup, tu dis, bah, je vais tuer des participants pendant mon étude. Et puis, le comité d'éthique, non, c'est pas très bien. SVP, ne le faites pas. Mais dit, ah oui, mais bon, on fait que vous consulter. On fait quand même l'étude. Je vais dire, ah bah, c'est bon, tout va bien. Donc, ça n'a aucun sens, déjà. Et puis, en plus, je trouve que ça révèle, parce que derrière, même en imaginant qu'ils aient juste un rôle consultatif, il y a je veux dire, il y a un problème que ça remonte pas dans l'université, même en dehors de ça, tu vois, en disant, bah, il y a un souci, je veux dire, parce que ça veut dire qu'ici, il y a des recherches où il y a des chercheurs qui ont accepté des conditions d'utilisation d'un outil
et qui se sont dit oui, mais nous on est des chercheurs, donc on a le droit de ne pas respecter les conditions d'utilisation, etc. Et c'est pas grave parce que c'est pour le bien de l'humanité ou quoi que ce soit. Et alors là, tu rentres sur un point. En fait, c'était la toute dernière phrase, mais bon, je voulais ta réaction à chaud avant ça. Mais là, on rentre sur un point vraiment hyper intéressant qui est celui de la recherche interventionnelle. Ouais. C'est-à-dire que quand on fait de la recherche en laboratoire, les participants ils viennent, on leur fait signer une décharge, un papier disant qu'ils sont consentants, qu'ils peuvent se retirer à tout moment, qu'il y aura. Là, on se Yeah. calme. J'ai un chien derrière moi qui essaye de chasser des mouches, je suis désolé. Donc on leur fait signer des papiers disant que voilà, s'il y a moindre souci, ils peuvent quitter à tout moment, etc. Quand tu fais de la recherche interventionnelle, donc quand tu fais de la recherche qui n'est pas en laboratoire, mais tu vas à l'extérieur, tu ne peux pas faire ça précisément parce que c'est interventionnel et que si tu le faisais, tu serais pas dans des conditions écologiques. Ouais. Mais normalement, et c'est ce que demande normalement le comité d'éthique, c'est qu'il y ait au moins un débrief aux participants après coup, Ouais. ou en tout cas une pub ou quelque chose, ou que les personnes qui aient vécu la recherche puissent à minima savoir qu'elles ont vécu la recherche d'une manière ou d'une autre. Ça peut être typiquement, si ça avait été sur Reddit, un post Reddit 10 ans après coup, vu avec les modérateurs du forum et vu avec Reddit en lui-même, on a décidé de mener cette expérimentation de telle date à telle date. Ça a concerné tous les posts sur tel, etc. Enfin bref, quelque chose qui permette aux participants de voir que l'étude a été faite. Or Ouais. là, ce qui s'est passé, visiblement, c'est que les modérateurs, donc les modérateurs, c'est ceux qui décident des règles sur Reddit, n'ont été informés de la recherche qu'à la fin de la recherche. Et quand ils ont dit, bah non, on n'est pas d'accord pour que vous fassiez ça, ils ont été ignorés. Ça, c'est honteux. C'est Euh, honteux, et d'autant plus que, ce dont je suis en train de te parler, je l'ai vu sur un billet de blog. Et mhm. dit, ce qui est aussi assez terrible, c'est qu'on est aussi dans un monde aujourd'hui où la confiance envers les chercheurs est de moins en moins grande. Ouais. Et donc, c'est le typique des recherches interventionnelles qui endommage la confiance publique dans la science, parce que typiquement, tu peux voir, même encore aujourd'hui, dans les postes qui reviennent le plus, enfin, qui sont le plus discutés en ce moment, ce sont des postes contre les scientifiques et cette recherche scientifique sur ce forum qui remontent le plus. C'est-à-dire, bah, en fait, comment on les poursuit légalement et comment on empêche de faire ce type d'études, quoi. Et donc, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils y ont gagné, eux, d'avoir fait ça? Qu'est-ce qu'on y a gagné, nous, en tant que chercheurs, de laisser passer ça? Ouais. Et évidemment, que fait le comité d'éthique, et etc., quoi. Que fait la police? Ouais, Mais bah, ouais. sachant que c'est dans Mm. deux pays différents, parce que du coup, Change My Mind, c'est américain. Ouais. Zurich, Mm. c'est pas aux États-Unis. Donc, ça pose tout un tas de questions, quand même. Oui, c'est vrai que c'est une question grave. En plus de ça, derrière, on est sur en plus de ça, comme tu dis, sur des sujets sensibles. Mais en fait, ça interrogerait déjà, même sur des sujets pas sensibles, parce il y a un souci, effectivement. Je veux dire, tu parles de recherche interventionnelle. Si je ne m'abuse, en tout cas, toutes celles que je connais, je sais pas il y a peut-être des exceptions, ça doit dépendre aussi peut-être des réglementations au sein de chaque pays. Mais même quand tu fais partie, je sais pas moi, quand tu es un Kobe, comme disent les Belges, ils disent pas cobaye, ils disent un Kobe, pour les expérimentations médicales, quand tu signes la formulaire de consentement, si je ne m'abuse, c'est même écrit, vous pourriez être dans le groupe placebo ou pas, tu vois, mais Mm. il me semble qu'il y a une information sur le fait que voilà, vous savez même pas en tout cas quand c'est avec un essai randomisé contrôlé avec groupe contrôle, du coup, il me semble que c'est précisé, vous pourriez être dans un groupe interventionnel, vous pourriez être dans le groupe contrôle pour comparer, parce que bah il faut avoir un consentement qui est libre et puis qui est éclairé aussi. Donc là déjà on recrute des participants entre guillemets sans leur dire, donc de base ils le savent pas, donc ils n'ont aucune information. Même prévenir complètement a posteriori, je trouve que ça pose déjà un certain souci éthique où Ouais, là, moi, je pense que ça en heureusement. passe un peu moins quand la structure le connaît. C'est-à-dire que je pense que, tu vois, si les participants n'avaient pas été au courant, mais que les modérateurs étaient au courant, Oui, et qu'ils puissent, tu vois, qu'ils aient toujours un œil extérieur sur ce que font les chercheurs en disant, OK, ça,
Tu vois, on sait que ce compte-là, c'est un compte de chercheur et qu'il dit des phrases de cette manière-là, mais que ça ressemble quand même et que du coup, ça dévie pas. Enfin, je veux dire, là, on est quand même sur un point où il y a quand même un chat GPT qui s'est fait passer pour un psychologue spécialiste en trauma, quoi. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Tu vois? Ouais, 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 ouais. Ben, Donc, je suis assez d'accord. ouais, Si la structure elle est impliquée, bon, je trouve il y a toujours, enfin, je sais pas s'il y a un problème éthique, mais en tout cas au moins il y a une interrogation éthique qui est quand même où le comité d'éthique il a intérêt de se creuser un ouais. petit peu le ciboulot à vue de pif. Après, je suis pas Ah un, non, oui. un éthiciste, tu vois, mais je dis pas ça comme ça en français, mais bon, voilà, on comprend. Je veux dire, donc je sais pas quelles sont les limites à l'éthique scientifique, mais là le fait qu'il n'y ait même pas la structure qui soit au courant, il y a un véritable problème parce qu'en plus de ça, il y a du coup, comme je disais avant, il y a un moment où quand tu t'inscris sur Reddit, tu acceptes ou tu refuses des conditions d'utilisation et donc du coup il y a du coup sciemment, plus ou moins sciemment, du coup l'utilisation d'un outil en sachant que tu n'as pas le droit de l'utiliser de cette manière. Et les chercheurs disent oui, mais on s'en fout, on fait de la recherche. Alors évidemment, dans ce cas-là, disons, imaginons que ce soit pas sur des sujets sensibles, et puis du coup, c'est pour convaincre de n'importe quoi, etc. C'est déjà un souci. Et on pourrait peut-être se défendre en disant oui, mais bon, euh, c'est pour le bien commun, tu vois, et puis c'est pour le greater good, tu vois. Mais j'ai un gros problème avec cet argument parce que enfin, je veux dire, c'est une pente glissante qui est sacrément glissante parce que, enfin, je veux dire, quand on regarde un petit peu l'histoire de la science, on n'est pas non plus des super gentils. Tu vois, on n'est pas des méchants, hein, je vais pas dire ça, mais enfin, la science dans les années, on va dire entre 20 et 40, c'est pas tellement, ouais, c'est pas super glorieux, quoi, sur certains domaines. Commencer à se dire, on fait ce qu'on veut, sous prétexte qu'on estime qu'on fait un truc bien, j'ai un gros souci avec ça, quoi. Et puis Passe je à la news pense, suivante. ouais, passons à la Vas-y. news suivante, effectivement. Ouais, allez. Il a dit qu'il avait fait une erreur stupide. Qu'a fait ce chercheur de l'Office de la protection environnementale US dans un de ses articles? Ah, c'est une devinette. Oh, je sais pas. Qu'est-ce qui, j'en sais rien. J'ai pas Il vu a ça encore. remplacé un des co-auteurs de l'article par son enfant en bas âge. Alors, c'est un chercheur qui a l'habitude de faire ça parce qu'avant, il avait mis dans ses contributeurs de sa thèse, non pas dans ses remerciements, dans les contributeurs, Ouais. ses parents et son enfant qui, pour le coup, était nouveau-né. Et il a déjà mis en tant que co-auteur ses parents en disant que ouais, ils avaient quand même relu, etc., qui ne sont pas du tout des chercheurs. Ouais. Et du coup, là, ils lui ont dit quand même, c'est chaud, tu peux pas mettre ton enfant dans les co-auteurs de l'article. Et surtout, tu peux pas remplacer un des co-auteurs qui, lui, a travaillé sur l'article Ouais. par ton enfant, c'est chaud. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est chaud aussi ça. Bon, l'authorship c'est quand même c'est un gros sujet aussi de, de discussion. En vrai, enfin mine de rien avec notamment les co-auteurs, les parents en tant que co-auteurs, c'est une question qui est enfin c'est compliqué quoi. Si effectivement quelqu'un t'a aidé un petit peu à faire de la recherche, est-ce que sous prétexte qu'il n'est pas chercheur, il devrait pas être tu vois parmi les co-auteurs? Et même chose, c'est une question, ouais, c'est une question qui est compliquée, quoi. Euh, et parce que en définitive, on voit très souvent après les research assistants, hein, les assistants de Mm. recherche qui sont pas crédités parce que tout ce qu'ils ont fait,
Alors, je mets des gros guillemets. Tout ce qu'ils ont fait, c'est avoir fait toutes les passations expérimentales, voire avoir aussi donc fait toute la récolte de données, voire avoir fait la transformation de données, voire avoir fait les analyses statistiques qu'on leur a dit, voire écrit une portion du papier aussi. J'ai déjà vu ça, vraiment. Ouais. Voire contribuer à la création de l'étude, genre avoir un petit peu arrondi les angles là où c'était un peu moisi et ce genre de choses. J'ai déjà vu quelqu'un faire absolument tout ça et devoir aller demander l'authorship. Alors on lui a donné, mais dans l'exemple auquel je pense, mais on est littéralement sur quelqu'un qui a participé à la revue de littérature, écrit une partie de la revue de littérature, contribué à corriger un petit peu des erreurs dans la méthode expérimentale qui était donnée, fait les passations expérimentales, fait la récolte de données, fait l'analyse statistique et même carrément avoir donné son input sur les analyses statistiques et avoir écrit les résultats. Et il a fallu que cette personne aille demander l'authorship, alors que ça devrait être le premier auteur. Enfin, peut-être pas le premier auteur si c'est pas la personne qui a eu l'idée originale, Et mais la encore, question, elle se pose, quoi. La question se pose très fortement. chaud, hein. C'est très chaud, ouais, et Mm. c'est assez fréquent. Faut quand même le dire. Je t'ai Euh, envoyé les articles sur la conversation si tu veux lire là ou après coup. ouais, c'est vrai. Ouais, c'est chaud. Ouais. Et Troisième point. Ah, tu voulais ouais, finir. ouais, j'avais juste par rapport effectivement au nouveau-né, machin. Moi, ça me fait penser à toutes les histoires où c'est. D'ailleurs, il y a eu un autre truc récent là-dessus avec un gars qui a mis son chat. C'est dans une situation différente, mais par le passé, il y a eu quelqu'un qui a mis son chat. J'ai oublié le nom du co-auteur. Mais il y a un chat qui est auteur d'articles dans la littérature scientifique. Mais le truc, c'est que c'était fait pour la blague, c'était fait exprès. Et puis quelque part, ça fait un peu une satire qui dénonce aussi un peu quelque chose derrière. Là, si c'était pas fait exprès pour rigoler et tout ça, et que en définitive, c'était potentiellement pour genre donner un peu de réputation à son enfant à peine né pour que quand il fasse de la recherche, il puisse déjà avoir des articles publiés, là, c'est quand Ouais. même Ce qui est déjà arrivé, hein. Ce qui est déjà arrivé ouais, en Asie. ouais, ben bien sûr, Mm. ouais. C'est tendu quand même. Ne le faites pas, non, c'est pas bien. Les chats, c'est bon. Vous avez le droit de mettre des chats. Si je te dis Microsoft et processeur quantique, tu Ah, vas me j'ai vu. dire, ah J'ai putain, lu il un a vu. truc. J'ai lu un truc, mais je l'ai oublié, parce que de toute façon, même quand je lis les machins, j'oublie immédiatement. Donc, Donc peut-être t'oublieras moins quand je t'en parle, c'est ça le truc. ouais. Hmm. Donc un article publié en 2017 dans Nature Communication par un laboratoire de Microsoft qui démontrait comment un nanofil ultra fin pouvait être utilisé comme un bit dans une puce quantique. Ouais. Donc l'équivalent d'un transistor dans un ordinateur conventionnel. Hmm. Donc 2017, mais le 3 avril, ils ont reçu une Expression of Concerns. Donc Expression of Concerns, c'est pas une rétractation, c'est Ouais. il y a un truc qui va pas dedans, mais ça mérite pas une rétractation. Je viens de te l'envoyer. Ouais. Et parce que il y aurait à la fois des données qui seraient manquantes. Donc en fait, c'est pas les données brutes de leur intervention qu'ils ont données, c'est des données transformées. Ouais. Et en fait, ils comprennent pas comment la transformation a été faite et comment ils sont arrivés aux données auxquelles ils sont allés à partir de la procédure qu'ils indiquent avoir fait. Et c'est tellement grave que deux des auteurs, donc il y a beaucoup d'auteurs hein, sur cet article, deux des auteurs ont demandé la rétraction pure et simple. C'est-à-dire, en tant qu'auteur, ils ont dit non, effectivement, nous, ça nous paraît trop douteux pour garder l'article. Ouais. Alors, c'est pas la première fois que ce laboratoire précis de Microsoft, qui s'appelle Delft, a eu des problèmes dans ses études, parce qu'il y a déjà deux articles rétractés Mhm. sur les quasi-particules de Majorana. Et sur ce cas particulier de l'ordinateur quantique, il y a d'autres universités qui ont des articles similaires qui ont eu leur article rétracté. Donc en vrai, c'est probablement un faux champ de recherche, malheureusement. Mhm. Et il y a donc comme je le disais, hein, il y a deux auteurs qui ont demandé la rétraction. Il y en a un qui dit donc que la correction ne va pas assez loin. Et je le cite. Ils ont supposé l'effet qu'ils essayaient de prouver et ils sont parvenus en manipulant les données et en faisant de la gymnastique théorique. Ouh. Voilà, donc lui-même et son collègue ont demandé à être retirés de la liste des auteurs de l'article après sa publication. Et donc ils ont recontacté Nature en demandant la rétraction. Et Nature a indiqué que pour eux l'affaire était close. Ouais. Il y a.
j'ai quelques potes qui travaillent dans l'informatique. Et l'informatique quantique, bah, c'est pas complètement moisi, hein, évidemment, mais il y a beaucoup de hype et beaucoup d'intérêt financier derrière assez fort. Et du coup, il y a pas mal de pression sur les chercheurs pour qu'ils trouvent des trucs un peu extraordinaires. Parce que ça file des gros financements derrière. Et bon, moi je suis pas en capacité de juger, c'est beaucoup trop haut au niveau de n'importe quoi, de absolument tout. Mais j'ai beau avoir un background en informatique, je suis pas du tout à ce niveau-là. Et ouais, je veux dire, apparemment, il y a pas mal de daubes en fait qui sort assez Mm. régulièrement. Et c'est vrai que c'est pas la première fois que je vois des. Du coup, c'est pas le truc. Tu vois, je disais, ah, j'en ai entendu parler. C'est pas celui-là, c'est un autre. Donc, ça fait déjà plusieurs fois que j'entends des études avec des expression of concerns, des corrections, des rétractations, etc. sur le field en question. Alors qu'on est censé être sur le summum de la pointe de la recherche. Et puis, c'est de la recherche à la fois en informatique et puis en physique aussi qui sont en général des fields où on se dit ah mais ça va, c'est la psycho qui est de la daube. Bon, hein, voilà, Et on en sait ce que j'en fait, pense. Et en fait, c'est un petit peu, voilà, je vais pas dire que c'est aussi généralisé qu'en psycho, mais quand même. Et il faut, si jamais vous avez des potes qui travaillent dans l'informatique, hein, en recherche, demandez-leur l'intelligence artificielle, un petit peu comment ça se passe, tout ce qui est machine learning, etc. Parce que c'est un champ où il n'y a pas de réplicabilité. C'est-à-dire, on est littéralement dans de l'informatique et puis les gens, ils filent pas leurs données. Le code qui file, il marche pas et faut reconstruire complètement le code à travers ce qui est écrit. Quand ça dit, il y a 96, 96% d'accuracy, de précision. précision. Ouais, voilà. En fait, quand tu refais toi-même sur les mêmes données que les gens, tu tombes sur 50%, des trucs comme ça, etc. C'est une catastrophe. Et ça, voilà, je veux dire, on a des problèmes en psycho. L'un des trucs qui est plutôt cool en psychologie, c'est que au moins tout le monde écoute quand on en parle. Euh, Ouais. c'est un petit peu moins, ça fait un petit peu moins The World is on Fire. Quand c'est la psycho qui dit qu'on a des gros problèmes. Dans les autres domaines, c'est un petit peu plus problématique. Euh, je pense que dans les news, tu auras probablement de trucs qui parlent d'un petit peu de ça, parce qu'il y a un petit peu des débats là-dessus en ce moment, notamment sur les réseaux sociaux et sur des blogs interposés sur à quel point est-ce que ça se généralise ou pas, les soucis. Donc je ne sais pas si tu as ce point-là, mais on pourra peut-être en parler. Eh ben, je te dis pas. Sans transition. Alors, je t'envoie cette fois un article scientifique parce que tout ce que je t'ai envoyé, tout ce dont on a discuté, c'était un peu des billets de blog. Là, c'est un article scientifique par Ivan Oransky, que je ne connaissais pas, je pense toi non plus, et l'autre qui s'appelle Adam Marcus, l'autre, le collaborateur qui s'appelle Adam Marcus, qui lui, je pense, rien au nom, tu dois connaître. Mhm. L'article s'intitule Pourquoi les universités devraient rendre les rapports de méconduite publics. Ouais, j'avais vu passer ça. Mhm. Euh, alors, je l'ai lu. Ça Mhm. mérite pas qu'on en fasse un épisode complet, je pense, mais il y a un point que je trouve extrêmement intéressant. En fait, il pose une question que je ne m'étais jamais posée ou que j'avais jamais posée dans cette question, c'est à qui profite la confidentialité? Ouais. Et en fait, ce que disent les auteurs, c'est que c'est pas évident parce que ce qu'on observe, c'est que les chercheurs les plus transparents bénéficient de plus de confiance de la part des autres, et notamment en cas de méconduite. Mhm. Euh, mais qu'en fait, les universités, elles préfèrent contrôler le flux d'informations sans forcément prendre en compte le bénéfice qu'il y a à faire circuler l'information, parce qu'en fait, ils ont juste du contrôle. C'est pas Ouais. tellement que c'est mieux pour eux, ni que c'est mieux pour les chercheurs, mais juste ils contrôlent mieux ce qui se passe, quoi. Et en fait, c'est un peu le même problème que celui de la difficulté des chercheurs de publier des résultats non significatifs, c'est que c'est aussi très difficile de publier des rapports indiquant qu'il n'y a pas eu de méconduite scientifique Ouais. quand le public croit qu'il y en a eu. Et Ouais. donc finalement, ils préfèrent ne rien dire du tout dans tous les cas, plutôt que de dire, bah voilà, voilà tout notre rapport, voilà tout ce qu'on a fait, et en fait, à la fin, on conclut qu'il n'y a pas eu de méconduite, alors que bah, s'ils ont été alertés, c'est précisément parce qu'il y a eu des croyances qu'il y avait des méconduites. Ouais. Et bon, il n'empêche que pour ces deux chercheurs, la conclusion, c'est que les investigations doivent quand même être transparentes par défaut, Mhm. mais que ça ne doit pas être forcément la règle totale. Il faut qu'il y ait des exceptions, mais ces exceptions doivent être justifiées
et ces justifications doivent être transparentes. Ouais, oui, je suis vachement d'accord. Je me souviens, j'avais lu que les résumés parce que bon, lire les articles, c'est chiant. Non, je devrais, mais là, je l'ai pas fait. J'ai juste vu un petit peu les discussions là-dessus. Ce que j'aime bien, pour le coup, dans les discussions que j'ai vues, c'est que aussi, l'avantage, effectivement, de donner cette transparence aussi, c'est que quand il y a une accusation et que la personne est montrée innocente, bah, au moins, il n'y a pas ce petit truc du ah, mais quand même, quelqu'un a dit, machin a peut-être fait une connerie, et puis en fait, bah non, il n'y a pas de problème. Au moins, comme ça, il y a aussi une défense, en fait, qui peut se créer. L'un des soucis, je pense, c'est que dépendant les caractéristiques de l'investigation, il y a aussi plein de moments où on se retrouve dans cette situation où l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, quoi. Et donc, je veux dire, si jamais les données brutes, je sais pas moi, je veux dire, moi j'ai plein d'études en fait où c'est moi qui ai codé directement l'étude de A à Z. Donc quand le fichier CSV en fait, enfin le fichier avec les données en fait à l'intérieur avec les chiffres et tout ça, il sort d'un logiciel et donc il y a pas, c'est un truc que j'ai codé moi-même. Donc en fait, si moi je veux frauder mes données, bah, en fait, je sais exactement de A à Z la structure que doit avoir le fichier d'output. Et donc, si jamais je veux en créer un faux, bah, en fait, je peux, en fait, à n'importe quel moment. Mais Et à donc, si jamais... minima, normalement, c'est ça aussi qui est intéressant dans les investigations que j'ai pu voir, c'est que les universités, en fait, typiquement Qualtrics, donc le logiciel de sondage qui est beaucoup Ouais, utilisé en psycho, quand tu as un compte en tant que chercheur, en fait, c'est le compte de ton université. Et ouais, donc, en fait, les personnes de ton université peuvent voir ce qu'il y a sur ton Qualtrics, peuvent voir l'historique de ton Qualtrics, Et donc, en fait, ça permet quand même, à minima, quand tu fais ça, c'est-à-dire quand tu fais pas tes expérimentations sur papier dans ton coin, etc., mais que tu le fais sur cet outil informatique, d'avoir quelqu'un qui a la main sur cet outil pour aller regarder avant que tu aies ton CSV et tes jeux de données ce qui s'est passé, voire même de faire le lien entre les deux, quoi. ouais. Et je pense que, tu vois, il y a une différence entre dire, en tant que, tu vois, si l'université était transparente, entre dire, on est allé regarder, tout nous semble réglo, ou on est allé regarder, on n'a pas pu dire que la personne était coupable parce qu'il manque telle donnée, Ouais. et bah, déjà, c'est de l'information, tu vois. Je suis complètement d'accord, effectivement. Et il y a en fait, il y a un vrai souci qui est pour le coup purement informatique, en fait, pour la détection de fraude, qui est bah oui, je veux dire par exemple Qualtrics, bon, je pense pas tellement bien de Qualtrics sur plein de choses, mais par exemple pour ça, c'est vachement bien parce que effectivement tant que tu as accès en fait à l'historique Qualtrics, c'est un truc c'est un logiciel où c'est pas toi qui as la main mise sur absolument tout ce que tu fais dedans. Et donc du coup, si quelqu'un a modifié les données, bah, en fait, ça se voit. Et donc du coup, tu as une preuve. Si jamais tu peux récupérer le fichier original et puis il y a marqué qu'il n'y a pas eu de modification et puis que tu peux le télécharger et ça colle au reste, là, tu as littéralement une preuve qui disculpe toute possibilité de fraude. Alors que dans mon cas, dans mes études, si tu veux, si on me demande mes données brutes, je les donne. Et puis on va me dire, bah, qu'est-ce qui nous prouve que c'est les vraies données brutes? Puis le seul truc que je peux dire, c'est bah, c'est moi qui ai créé le logiciel. C'est moi qui l'ai codé, donc je peux rien. Tu vois, je veux dire, si à un moment je suis accusé de fraude, je peux pas être disculpé à cause de ça, tu vois. Ouais. Et je comprendrais tout à fait quelqu'un qui dirait, bah ouais, mais tes données elles sont bizarres, et moi je continue à croire que tes données sont bizarres. Mais bah oui, je peux pas prouver l'inverse, tu vois. Euh, mais effectivement, voilà, il faut que ce soit transparent, il faut que tout ça soit transparent, quoi. Il y a pas de, je comprends pas en fait pourquoi ça devrait ne pas être transparent. Euh, Et mais ben ouais, et justement, ouais, du coup, l'idée, c'est quand même de dire, c'est parce que eux ont trop peur de ne pas contrôler ce qui est dit sur l'univers. En fait, je crois que c'est juste une question de dire, OK, l'université, elle est intègre, peu importe ce qui se passe. Et donc, il faut qu'on montre qu'on est intègre. Et donc, pour éviter de montrer des signes indiquant qu'on ne soit pas une université intègre, on préfère rien dire, tu vois. C'est vraiment la peur ouais, de ne mais pas avoir le contrôle de l'information, quoi.
Bah, oui, ça m'étonne pas, mais en fait, j'ai l'impression que c'est un complot, Ouais. Oui, oui, complotiste. oui, oui. Non, non, mais c'est que les universités ne sont pas intègres. Je veux dire, il y a un moment où il faut le réaliser, quoi. Je veux dire, dans le sens où c'est les chercheurs qui sont ou pas intègres. Mais je veux dire, moi, j'ai toute liberté, dans toutes les universités où j'ai été, j'ai eu toute liberté de coder mes propres logiciels pour pouvoir avoir les données que je veux. Et c'est normal. Je veux dire, si tu es informaticien, tu crées aussi tes propres logiciels, des machins, etc., etc. Je veux dire, tu peux pas tout encadrer d'une façon où il n'y a rien qui soit Ouais, mais falsifiable. Mais, ouais. voilà, là où je veux en venir, c'est que par contre, je n'ai eu absolument aucune instance de contrôle. J'ai jamais eu quelqu'un qui me chapeautait ne serait-ce qu'un tout petit peu pour regarder si ce que je faisais était même ne serait-ce que correct, même pour Mais vérifier si jamais j'ai justement, fait tu des vois, erreurs. là, je suis en Hmm. train de réfléchir au truc de Zurich, là, qui dit nous, on n'est que consultatif. Mais en Ouais. soi, c'est assez logique qu'ils soient que consultatifs si l'université n'a jamais eu besoin de contrôler les chercheurs Mhm. en disant, bah ok, on va vraiment mettre en place une loi, enfin un règlement intérieur, machin et tout, pour s'assurer de ce qui se passe. S'ils n'ont jamais eu ce besoin-là, bah forcément, c'est resté que consultatif. Et en fait, dans l'article, ils en parlent aussi, hein, ils disent, mais en fait, les universités, elles sont pas armées pour Ouais. résoudre ces problèmes-là. C'est-à-dire que elles n'ont pas de service de communication externe. Ouais. C'est-à-dire souvent, ça va être des secrétaires ou des RH qui ont une formation un jour sur LinkedIn et qui du coup publient deux, trois trucs sur LinkedIn. Tu vois, il y a Ouais. pas un service vraiment de presse qui Ouais. sait faire ça. Il n'y a Mhm. pas un service juridique, vraiment juridique, et pas juste un comité d'éthique. Dans les comités d'éthique, t'as pas forcément enfin, déjà, t'as pas forcément de personnes qui s'y connaissent en loi. Ouais. Tu vas avoir des philosophes de l'éthique, etc. Donc, ils peuvent avoir eux-mêmes des formations sur le sujet, mais il n'y a pas des personnes faites pour ça. Et donc, en fait, à la fin, tu te retrouves avec des universités qui ne savent pas forcément comment réagir et se disent, dans le doute, moins on en dit, mieux c'est. Ouais. 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 Bah oui, et c'est compréhensible parce que je pense que en fait l'un des soucis qu'on a dans tous les domaines en fait, je pense que pour moi c'est le thème récurrent de la métascience en fait. C'est un espèce de clash des prémices en fait sur les chercheurs et sur les universités. C'est-à-dire que les universités, et puis c'est un peu le message qu'on donne au grand public, c'est que on part du principe que l'État par défaut, c'est l'intégrité, c'est la transparence, entre guillemets, c'est-à-dire si les chercheurs disent qu'ils ont fait X, alors ils ont fait X, etc. etc. Et c'est l'état par défaut. Et comme c'est l'état par défaut, du coup, par défaut, on n'a rien besoin de vérifier, on n'a besoin d'aucune instance de contrôle, etc. Parce que par défaut, tout le monde va faire ça. Et ensuite, quand ça arrive qu'on puisse trouver des traces, tu vois, des artefacts de quelque chose qui ne s'est pas passé correctement, seulement là, on commence à dire, ah, regardez, une exception à l'intégrité par défaut. Je pense que la métascience à l'heure actuelle, en fait, c'est juste des gens qui ont cette prémisse en fait initiale qui est différente, qui disent non, par défaut, il n'y a rien. C'est-à-dire pas forcément une non-intégrité. Hein, par défaut, enfin, ça dépend. Je pense qu'il y a des gens dans la métascience qui partent de ce principe-là aussi. Hein. Je pense qu'on a peut-être, à force de voir du n'importe quoi, on finit par avoir le bien inverse, sans doute. Mais juste, on dit non, mais par défaut, on n'est ni intègre, ni inintègre, je sais pas, non intègre, quoi. Faut aller regarder. Euh, ouais, voilà. Et du coup, bah oui, trust but verify. C'est Et le alors, truc, j'ai quoi. une excellente transition, merci, Ouais, sur cet article qui porte sur la Chine et l'intégrité. ouais. Donc, un pays connu pour son taux extrêmement élevé de méconduite scientifique Ouais. et globalement un aveuglement des autorités vis-à-vis de ces méconduites, Mhm. et qui pourtant a frappé très fort début avril en sanctionnant 26 chercheurs et demandant la rétractation de 53 articles. Ces chercheurs ont été interdits de financement pour des durées allant de 3 à 7 ans. Et pour un certain nombre d'entre eux, on a demandé de rembourser les financements perçus les années précédentes, Ouh. avec en ligne de mire l'Université des nationalités de Mongolie intérieure, une université pas très connue, mais qui quand même va être connue dans notre podcast. Mhm. Pourquoi? Parce qu'elle a, je cite,
des problèmes de négligence dans la gestion des fautes commises par son personnel dans le domaine de la recherche scientifique, qu'elle ne remplit pas ses obligations dans le processus d'enquête et de traitement des fautes commises dans le domaine de la recherche scientifique, selon la traduction du rapport d'enquête. En effet, il y a dans cette université des directeurs d'université, des directeurs d'unités qui harcèlent, modifient des listes d'auteurs, modifient des listes d'articles, vendent des données d'expérimentation, fabriquent des données d'expérimentation, utilisent des fonds pour d'autres fonctions que de la recherche, et un chercheur en particulier qui a obligé d'autres chercheurs à lui donner des fonds provenant d'autres projets pour ses articles à lui. Ouf. Bonne ambiance. Ouais. Ouais, c'est chaud là. Lui, il a coché le bingo, lui. Il a levé le truc, bingo. Parce que là, c'est vraiment, c'est tout en même temps là. Tu vois. Ah bah là, c'est l'université de la totale. Là. Je crois que on fera pas mieux avant un certain temps. Ouais, bon, du coup, ça donne envie de dire, encore heureux qu'ils ont un peu frappé, comme tu dis, ils ont un peu frappé fort, parce que si tu commences à avoir des preuves qu'il y a absolument tout qui déconne, là, il faut quand même commencer à réagir. Mais là, on peut comprendre que cette université ne soit pas transparente pour le coup. Sinon, ils n'auront plus de chercheurs, les pauvres. Ouais, là, c'est bien chaud. Ouais. Ça me rappelle, alors je sais pas si tu vas en parler, mais ça me rappelle que tu as dû voir la news aussi, mais Francesca Gino a été c'était ma dernière. C'était ma dernière news. Ah, alors j'ai rien dit. Oubliez tout ce que j'ai dit. Je n'ai rien dit du tout. J'ai rien dit. Ok, transition pour faire oublier. Est-ce que tu as entendu parler du Journal of Intelligent and Fuzzy Systems? Et pourtant, quel journal important. C'est un journal qui appartient à Sage, qu'il a acheté en novembre 2023 à iOS Press. Et malheureusement pour Sage, Clarivate, donc Clarivate, c'est l'entreprise qui possède Web of Science, donc le gros outil qui indexe toute la recherche scientifique. Il a mis sur pause l'indexation de ce journal juste après qu'il ait été racheté par Sage. Et c'est là que Sage s'est dit, bon, on va faire le ménage. Et en août 2024, ils ont rétracté 467 articles. En janvier 2025, 416 articles. Et donc en fin avril 2025, donc il y a un petit mois quand on enregistre, ils ont rétracté à nouveau 678 articles pour un total de 1561 rétractions, ce qui est le nouveau record de rétraction pour un seul journal. Donc c'est le détenteur du record, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems. Et sur quelle période de temps? Parce que 1500 articles, ils ne doivent plus rien avoir en fait. C'était un journal très productif. Par mois, mais... Ouais, voilà, c'est ça. Un journal très productif. Alors, pour que tu saches, parce que du coup, je me suis dit, c'est quoi le numéro 2 et le numéro 3? Et on connaît le numéro 1. Le numéro 2, donc ce sont en fait, c'est toujours la même chose. Ce sont des journaux qui ont été achetés. Donc en fait, après le rachat, celui qui l'a racheté dit, OK, il faut faire le ménage là-dedans, sinon on va perdre de l'argent. Ouais. Et donc les deux, donc le numéro 2 et le numéro 3, c'était des gens de Indawai qui donc ont tous les deux été rachetés par Willy. Le numéro 2, c'est Journal of Health Care Engineering, donc journal d'ingénierie de la santé, du soin de la santé, avec 1074 rétractations. Donc quand même 500 de moins que le premier, donc il y a quand même de la marge. Et le troisième, c'est Computational and Mathematical Methods in Medicine, avec 1065 rétractations. Donc voilà, le record sera dur à battre. Je t'envoie, si jamais tu veux. Je t'envoie tout sur Teams, tu prends pas. Hein. Ouais. Je veux bien tout ça. Ouais. Alors, est-ce que tu as entendu parler de Trump? Évidemment, j'imagine que tu as entendu parler de Trump. Est-ce que tu as entendu parler de Trump et de Nature? Trump et Nature spécifiquement? Ah non, je ne crois pas. Ah là là. Alors, il faut savoir que Trump, qui est c'est même plus qu'un scientifique, c'est même plus qu'un chercheur, c'est un découvreur. Un prix Nobel presque. On a le même en France. Fais gaffe, parce qu'il a qualifié le journal Nature, j'espère que tu es bien assis, de journal médical woke. Ah, pas mal. Et alors évidemment, il y en a qui pourraient dire Nature, woke, quand même, il abuse. Mais évidemment, ce qui est beaucoup plus bizarre, c'est journal médical, Nature. Oui. Ah mais non, mais il a la totale, ouais.
Alors, est-ce que tu Medical sais woke. pourquoi? Non. Alors, c'est à cause d'une double, je sais pas si on va appeler ça une erreur, mais une fausse vraie, comment ils disent, une vraie information, une très vraie information véridique, Ouais. qui est que, en fait, il y a un article qui a été publié, évidemment pas dans Nature, mais dans Nature Human Behavior, qui Ouais. n'est pas Nature, mais bon, ça appartient à Nature, Ouais. sur les effets négatifs de la mésinformation sur le Covid, enfin, Hmm. sur la vaccination du Covid. Ouais. Et donc, eh ben, évidemment, vu qu'il y a un article qui a été publié là-dessus, Trump a dit que c'était un journal médical, vu que ça parle du Covid, et woke, vu que ça parle du fait que c'est pas bien de pas donner des vraies informations. Donc c'est une double Ouais. erreur, quoi. Première erreur, il se trompe de journal. Deuxième erreur, enfin, il comprend rien. Enfin, je sais pas quoi te dire. Euh, mais Ouais. quand même, avant de te faire réagir, parce que là, bon, à part faire des grands yeux, je vois pas ce que tu peux dire de plus. C'est que personne chez Nature n'a réagi à ces propos. Alors que dedans se cache quand même une menace assez claire de censurer les journaux et les articles de ces journaux aux États-Unis, parce que donc c'est pas Nature, mais c'est Nature Human Behavior qui appartient à la grosse entreprise Nature. Euh, et Kent Anderson, donc celui à qui j'ai piqué cette news, Mhm. dira en anglais: "We're being attacked for being woke, but are we awake?" Ce qui en français serait: "On nous traite d'éveillés, mais est-on au moins un peu réveillés?" Mhm. C'est-à-dire, est-ce que, enfin voilà, pourquoi est-ce qu'on réagit pas à des attaques comme ça? Mhm. Moi, je suis toujours un peu, comment dire, je suis toujours un peu tiraillé parce que tu vois, je me dis, Trump, il attire l'attention. Enfin, en fait, on parle de lui pour des conneries. Ouais. Là, d'ailleurs, c'est ce qu'on vient de faire. Ouais. Mais peut-être que la stratégie de Nature, c'est de dire, mais en fait, si on n'en parle pas et qu'on ne dit pas qu'on est contre et que c'est stupide ce qu'il dit et tout, en fait, on lui donne pas d'attention. Ouais. Et du coup, on ne lui donne pas non plus d'attention médiatique. Mhm. Donc, ouais, je suis toujours un peu tiraillé par rapport à ces arguments de oui, il faut répondre aux politiques qui sont contre la science, que si la science c'est important. Parce qu'en fait, peut-être que si on leur parle pas, ben, en fait, moins de gens vont parler d'eux et donc ils vont disparaître, quoi. C'est Ouais. très difficile de se positionner. C'est extrêmement difficile et du coup, bah, on peut peut-être quand même, peut-être en parler parce que pour moi c'est une actualité qui est en plus super intéressante. Est-ce que tu as vu tous les posts, notamment de Joe Coleman dernièrement sur, Mhm. ouais, sur la, ouais, voilà, parce que là il y a bon, Trump, voilà, il déconne complet, Vance aussi, de toute façon, voilà. J'ose espérer que l'intégralité des auditeurs de ce podcast comprennent bien que c'est pas nos amis. pour, pour le dire très. Enfin, on sera jamais invité chez Joe Rogan, je suis trop déçu. Non, ouais, c'est triste, mais c'est comme ça. Je pense qu'on est plutôt à l'opposé de l'échiquier intellectuel et politique et tout ça. Bref, on n'est pas trop Trump, pro-Trump, quoi. Mais il y a cette idée que là, à l'heure actuelle, bah, notamment Vance a posté sur les réseaux sociaux très récemment un post disant il y a un problème de réplication dans les sciences biomédicales. Euh, bah, voilà, je trouve que Vance est un terrible être humain, mais il a raison, il y a un problème de réplication dans les sciences biomédicales. Et il y a plusieurs personnes qui disent vous voyez les méta scientifiques, le discours que vous répétez depuis je ne sais pas combien de temps, il est en train d'être récupéré par un bord politique qui est dangereux et par quelqu'un qui veut détruire la science. Et donc, de façon implicite, ils disent pas fermer un peu vos tronches, quoi, mais un peu quand même, quoi. Genre, arrêtez de faire des conclusions sur qui dépassent ce qu'on observe de façon très très immédiate, c'est-à-dire si jamais il y a un problème de réplication en psychologie sociale, alors on dit c'est le seul endroit où il y a un problème, comme ça évite la récupération. Et, euh, et en fait, il y a Parce un, que là, on vient de parler de l'ordinateur quantique qui réplique pas bien. exactement, on parle de l'ordinateur quantique, les sciences biomédicales, c'est connu, ça fait 20 ans hein, qu'on a des taux de réplication qui sont de 10 à 20%, c'est encore pire que la psychologie sociale. Bon, sciences biomédicales précliniques, hein, on parle Oui, pas mais avec quand même des cette idée jeunes études. de. Je trouve qu'à chaque fois, la question, c'est est-ce que c'est normal ou pas que ça réplique pas bien? Ouais, Et en fait, avec quand même cette idée que, bah oui, si c'est préclinique, c'est beaucoup plus normal que ça réplique pas bien
que Ouais. une étude avec un médicament qui est déjà délivré à toute une population générale, etc. Donc, Ouais. en fait, la question, c'est quel taux de réplicabilité nous paraissent acceptables, et forcément, ce taux est plus bas pour des recherches plus exploratoires que pour des recherches qui seraient plus confirmatoires. Mais ces Absolument. personnes-là n'y connaissent rien à ça. Ouais, c'est un peu problématique parce que du coup, d'un certain sens, ils ont raison. Là, il y a un véritable risque. Je pense que c'est un truc qu'il faut qu'on garde en tête. Hein. Il y a un véritable risque de récupération et de weaponization, quoi, je sais pas comment dire, d'armisation, enfin de retourner en fait contre nous les arguments Mais moi, je trouve métascientifiques. ça, je vais te dire, je trouve ça idiot. Je trouve ça Oui, idiot. Moi, d'accord. ça fait des années et des années qu'on me dit, critique pas la science parce que ça sert aux désinformateurs et Ouais, aux théories du complot. Est-ce que ouais. vraiment ils ont besoin de nous pour faire des théories du complot? C'est Non. c'est Ils exactement mon contre-argument. utilisent, et voilà, ils Mm. utilisent des. Bon, bah, vas-y. Ouais, non, mais c'est ça. Enfin, je veux dire, l'administration Trump, de toute façon, il suffit de regarder 2 minutes. Hein. Les mecs, ils prennent le moindre truc qui dépasse, tu vois. Je veux dire, ils caressent le mur et dès qu'ils voient la moindre aspérité, ils disent ah un truc. Je veux dire, un coup il faut faire des tarifs, un coup il faut pas en faire, après il faut en refaire. Et puis tous Oui, les arguments ils vont depuis 40 ans. Je veux dire, avec les vaccins, ça fait 40 ans qu'on nous fait chier, enfin, qu'on nous ennuie avec cette étude de Wakefield qui est complètement débile, qui est fraudée, oui, qui est tout ce qu'on veut, et puis on nous la répète encore et encore et encore. Et, euh, et donc, quand ils disent nous, on est la vraie science, etc., c'est la même chose que d'habitude. En fait, c'est juste que là, cette fois-ci, ils ont trouvé un autre argument qui a dépassé. Et puis, en fait, pour moi, le véritable risque, c'est que cette fois-ci, ils auront tiré, à force de tirer dans le chapeau à idée des magots, tu vois, en gros, à faire n'importe quoi qui puisse, tous les trucs qui puissent dépasser, bah, il y a bien un moment où, par hasard, ils tombent sur un argument qui, putain, merde, oui, il est un peu vrai. Et s'il est un peu oui. vrai, cet argument, le problème, c'est pas les gens qui ont dit l'argument initial. Le problème, c'est que Exactement. l'argument, il est vrai Eh et oui, que ça fait 60 ans qu'on gueule, qu'on dit ça va nous mordre, tu vois, ça va nous mordre dans le cul, quoi, à un moment. Il faut qu'on se réagisse maintenant. Ça fait 60 ans qu'on le dit. Et puis 60 ans plus tard, quand ça revient nous mordre dans le cul, tu vois, et ben on dit ah oui, mais vous c'est auriez votre pas dû en faute parce que. parler. Ouais, fallait pas en parler. Il dit, bah, ou alors, fallait corriger les problèmes. Je sais pas, moi, je propose ça comme ça, tu vois. Je veux dire, ça pourrait être une possibilité. Et malgré tout, je trouve que c'est très bien quand même qu'on ait des voix un peu dissonantes qui viennent nous dire réfléchissez à ça. C'est très très bien. Je trouve que c'est sain qu'on ait des gens qui viennent nous dire gardez ça en tête. Parce que Ouais. il faut qu'on l'ait en tête quand même. Il faut qu'on y pense quand on fait des stratégies de communication, etc., etc. Parce que on peut pas non plus faire comme si on agissait dans le vide. On agit quand même dans un contexte qui est politisé d'une certaine façon, qui pourrait effectivement euh, faire du mal, quoi. Et Ouais. donc, faut le garder en tête. Mais Non, mais avoir après, des méta-métascientistes, c'est très très bien. C'est très très bien d'avoir ouais, des gens qui disent faites gaffe la métascience parce que il y a une partie descriptive de ce que vous faites. Est-ce que ça vaut le coup de décrire ces choses-là? Il y a une partie théorique associée à cette partie descriptive, mais en fait faites gaffe parce que il y a aussi de la philosophie des sciences ouais, et en fait la philosophie des sciences a peut-être des attentes différentes de ce que vous attendez de par votre prisme que vous êtes des chercheurs. ouais, Et ça, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien, ouais. mais bon, je préfère avoir des gens comme Deborah Mayo qui font ça que des gens comme Coleman. Mais bon, je dis ça comme ça. Moi aussi, il est un peu irritant. J'aime bien lire ce qu'il écrit, Joe Back Coleman. J'aime lire ses écrits, mais j'évite d'interagir avec lui parce qu'il est un peu chiant à Ouais, côté. avec comment il mais, s'appelle, mais comment il ouais, s'appelle, Devezer aussi, je sais plus comment ouais. il Mhm, s'appelle, mais voilà. mhm. Oui. Et Pareil, oui, pareil. et une autre chose aussi, c'est que, et je suis d'accord qu'il y a la possibilité d'une weaponization des arguments métascientifiques, mais je trouve qu'il faut aussi garder à l'esprit qu'il y a aussi largement, et ça on l'a observé depuis 60 ans, la possibilité d'avoir une weaponization du discours inverse, où quand on dit ah ouais mais non, parce que en fait, enfin je veux dire, le cœur même de la métascience, c'est de dire soyons transparents. Et quand on regarde ce qui se passe depuis 60 ans, ça fait 60 ans qu'on a des gens qui essaient de tortiller un petit peu du derrière, tu vois, juste pour essayer de justifier le fait que non, les scientifiques ne devraient pas dire ce qu'ils ont fait dans un Ouais, labo. Et ça, c'est complètement dingue, parce que ça s'appelle, dans tous les autres domaines du monde, on appelle ça mentir.
Tu vois, et quand il y a une proportion de gens qui disent est-ce que pour faire de la science, on devrait peut-être arrêter de mentir? Et là, il y a plein de gens qui disent ah non, 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 parce qu'en fait, mentir, c'est un processus essentiel pour la création de connaissances. Et quand les gens disent, tu vois, ils appuient sur le gros bouton rouge où il y a marqué bullshit, tu vois, bah là, on leur dit attention, parce que si vous commencez à dire que quand on ne dit pas les choses telles qu'elles se sont passées, qu'on change les analyses statistiques sans le dire, que en fait on veut pas donner les données pour d'autres raisons que des raisons éthiques, que on crée des histoires avant d'écrire un papier scientifique, machin, etc. Si vous commencez à dire publiquement que ça c'est un mensonge, alors que le monde entier répondrait bah oui c'est un mensonge, tu vois, ou au moins c'est un déguisement de la vérité, tu vois. Et ben après les gens ils sont pas contents. Ils disent mais ça, il y a une interrogation, tu vois, qui est beaucoup plus forte, je trouve, de ce côté-là. Le discours de la métascience, enfin, allez, 75% du discours de la métascience, c'est juste de dire tell it how it happened, tu vois, genre, dis juste ce qui s'est passé, dites ce que vous avez fait. Et ça se limite à ça. Et les gens, ils sont pas contents. J'ai encore une fois une très belle transition en parlant de chercheurs extrêmement transparents. Si je te dis article dans lequel il est écrit depuis ma dernière mise à jour des connaissances, ou régénérer la réponse, ou en tant que modèle de langage IA, ce sont effectivement des termes écrits noir sur blanc dans des articles scientifiques par des chercheurs extrêmement transparents parce qu'ils n'ont même pas pensé à retirer ces bouts de phrases de l'article. Pourquoi je te parle de ça? C'est parce qu'il y a un chercheur qui s'appelle Glynn, ou Gline, je sais pas, à l'anglaise quoi, qui a créé un logiciel qui s'appelle Nom Academ AI, qui traque ses phrases et qui en a identifié dans 700 articles. Une majorité dans des journaux Q3 et Q4, mais il y en a quand même une soixantaine dans des journaux Q1, des journaux Nature, Springer, Elsevier, MDPI. Et on peut se poser la question de qui lit vraiment ces articles, s'ils n'ont pas réussi à choper ces bouts de phrases qui sont quand même assez évidentes et transparentes. J'ai fait une transition large, mais... Non, ça va, ça passe. Mais c'est fou quand même. C'est fou, puis en plus, il faut se dire, ça c'est un symptôme qui, à mon avis, a déjà disparu en fait, parce que à l'heure actuelle, même, enfin, ChatGPT et puis les autres modèles de langage, je pense qu'ils ne disent déjà plus ça, parce que bon, le regenerate response, c'est parce que tu copies-colles et puis tu copies le bouton avec, donc putain, faut vraiment être. Faut vraiment être con. Enfin, ouais, non, mais oui, il n'y a pas d'autre mot. Il y en a, ils ont mérité leur 8 ans d'études, hein, putain. Mais ouais, c'est clair. Non, mais oui, attends. Enfin, je veux dire. C'est pour ça que après on part du principe que l'intégrité est suprême dans le milieu universitaire, et les mecs ils sont même pas foutus. Enfin, bon, bref, je veux dire, bref, autre débat. Mais je veux dire, à mesure que les LLM deviennent meilleurs et meilleurs et se mettent à avoir des conversations beaucoup plus fluides avec le temps, les trucs du étant un modèle de langage, machin, ça devient, je pense, plus rare. Et en fait, on est sur un type de fraude finalement qui devient progressivement indétectable et qui, en plus de ça, complètement, c'est encore autre chose, c'est que où commence la fraude dans ces papiers? Parce que utiliser un LLM, par exemple, pour arrondir les angles d'un argument, moi, ça me choque pas, tu vois. Je veux dire, oui, pourquoi pas, tu vois. Je peux dire, ah, voilà, j'ai cet argumentaire qui est là. Il est un petit peu, tu vois, il est un peu rude, quoi. Fais-moi une meilleure transition avec le paragraphe d'avant. On n'est pas sur de la fraude scientifique, là, tu vois. Alors, c'est peut-être pas complètement éthique si jamais tu le discloses pas, etc., machin. Je suis d'accord, tu vois. Mais ça va. Et on pourrait se retrouver avec du coup des articles qui diraient justement ah, étant un modèle de langage, je peux difficilement utiliser, enfin tu vois, arrondir cet argument, tu vois, ou j'en sais rien quoi. Et d'ailleurs, pour aller dans ton point, il y a aussi un article, bon là dont je me souviens, qui disait que ChatGPT avait aussi un énorme avantage, c'est que comme tout est rédigé en anglais, ça réduit le gap entre les chercheurs natifs anglais et ceux qui ne le sont pas dans la manière de tourner les phrases. Et ça, pour le coup, c'est bon, pour moi qui suis pas un très bon écrivain en français, mais encore moins en anglais, ça se voit. Ouais, bien sûr. Ouais, non, c'est clair. Je veux dire, j'ai
J'ai écrit une histoire il y a pas longtemps pour un jeu de rôle. Je veux dire, j'avais l'histoire en tête, etc. J'ai écrit le truc. Bon, je l'ai fait en anglais du coup, mais j'ai écrit le machin. Et puis j'ai demandé à un LLM de le remanier. Pouah, genre, mais laisse tomber. J'aurais mis 3 semaines à écrire un truc pareil, tu vois, parce que c'est super bien en 2 minutes, quoi. Alors que moi, j'avais écrit un truc. C'est un enfant de 5 ans qui aurait pu écrire ça, tu vois. Et enfin, là-dessus, c'est quand même pour le rephrasing, tu vois, les LLM, c'est merveilleux. Je trouve que c'est super overblown dans plein de domaines. Je trouve qu'on n'arrête pas d'essayer de dire ah mon Dieu, c'est merveilleux, c'est la nouvelle révolution. Pour l'instant, je suis pas encore convaincu. Mais il y a des trucs où ça marche super bien. Et effectivement, pour écrire un bel anglais, euh, pour ouais, arrondir l'angle, des arguments, des machins, etc., bah, ça marche bien. Et du coup, Mm. c'est quand même toi qui l'as écrit. C'est juste que la forme, tu vois, a été modifiée. Et ça, bah, c'est cool. Mais là, Parce quand que des même, on se fois, pose quand même la question de comment ces termes-là passent dans des journaux Nature, Springer et tout, quoi. ouais, ça c'est Je veux complètement dire, fou parce que les reviewers ils lisent en diagonale, quoi. Mais ça se voit, hein, de toute façon, hein. Je veux dire, même quand tu fais review tes articles, je veux dire, ça se voit que y a des machins qui passent en diagonale. Genre les mecs ils font une fixette sur des minuscules points de détail où tu es là, genre, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, je veux dire, t'as vraiment l'impression, en fait, ça se voit, c'est que le mec, en fait, Shai. il fallait. Ouais, voilà, c'est ça. Il fallait qu'il ait un truc à redire. Parce que sinon, ça se Ouais, serait vu, en fait, qu'il avait pas lu, tu vois. ouais, ouais. Ça se voit régulièrement. Mais même quand tu lis certains articles, je veux dire, il y a même des cas, je veux dire, il y a des cas où les articles peer-reviewés, les analyses statistiques sont complètement nonsensical. Tu vois. Elles ont aucun sens. C'est complètement faux de A à Z, mais genre faux, 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 mathématiquement faux, quoi. Et puis ça passe crème, tu vois. Personne se rend compte de rien. Mais bon, là, après, il y a aussi le côté est-ce que les reviewers sont compétents pour review ce genre de choses, c'est encore autre chose, quoi. Mais en Au sachant général, qu'on parle des reviewers, mais là, l'éditeur n'a probablement pas lu non plus l'article ouais. dit Bah qu'elle oui, la était preuve. éditeur ou pas lu en entier, quoi. La preuve. Ceci dit, je suis un petit peu moins, je serais un petit peu moins dur avec l'éditeur. Parce que l'éditeur, enfin, ça dépend quel journal, hein, mais les éditeurs, les articles, putain, ils les brassent, mais par paquet de sang, hein, quand tu Ouais, écoutes mais moi, certains du coup, je éditeurs. serais, je serais plus dur avec les éditeurs en disant, bah, en fait, si vous n'êtes pas capable de faire le tri, qu'est-ce que vous faites là? C'est vrai. Ayez plus d'éditeurs, s'il y a besoin de plus d'éditeurs, et traitez moins d'articles par éditeur, basta. Plus blâmer le journal que les éditeurs, du coup, parce Ah que ouais. même les, on va dire, les alliés très forts qu'on a, genre quand tu écoutes Simine Vazir qui parle moi, je l'ai vu en conférence, qui parlait justement de quand elle est devenue éditeur en chef pour Psych Science, du coup, Psychological Science, donc la plus grosse revue spécialisée en psycho, hein, pour les éditeurs, Mhm. qui est ultra open science, ultra meta science, etc. Ils ont monté une équipe qui est géniale, je trouve, avec Tom Hardwick et tout ça. C'est des gens qui sont super cool, qui ont bien conscience du problème en psycho. Quand elle parle de son travail d'éditeur, oh la vache, ils ont pas de budget, quoi, globalement. C'est vraiment genre ils lisent des articles, mais vraiment par paquet de sang, quoi. C'est blam 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 des articles tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et disait c'est un rythme qui est complètement fou. Et ils ont pas assez de gens. Et puis derrière, c'est pas eux qui décident, tu vois. C'est au-dessus, il y a des gens qui disent ah oui, mais bon, vous avez tant de dollars, tu vois, par mois, et donc du coup, bah vous avez tant d'éditeurs, tu vois, et puis bah démerdez-vous avec ça. Et il y a plein de journaux. J'ai discuté aussi avec euh, ah mince, une éditrice de je me souviens plus. Un journal que j'aime assez bien en plus, c'est quoi? C'est Royal Society, je sais plus quoi. Bon, je me souviens plus. C'est le journal où le super article de Smaldino et McElry s'est sorti là. The Natural Evolution of Bad Science. Natural Selection of Bad Science. Ouais, Royal Society. Royal Society of Open Science. Ouais, c'est ça. Ouais. Et bah pareil en fait, dans la même situation quoi. C'est bah ouais, moi elle était là d'ailleurs à un truc d'open science et de meta science etc. Tu vois, et elle disait mais on a très peu de leviers d'action et puis on a très peu de gens en fait. Et donc on Wendy est Hall. obligé de faire. Mhm. Ouais, c'est peut-être ça ouais. Il Je sais pas s'appelle si c'était. Wendy Hall.
Je sais pas si c'était l'éditrice en chef. Ah, ok. Du coup, je suis pas sûr que ce soit Wendy, mais De toute façon, moi, j'ai envie d'écrire un article sur pourquoi il faut que tous les journaux n'appartiennent qu'à des associations de chercheurs et pas à des gros publishers. oui, mais tu es Voilà. communiste, Adrien. Putain, c'est terrible. C'est terrible. C'est Ça communiste, devrait mais être. décentralisé. Ok, next one. Alors, arrêtons de parler un petit peu de fraude, arrêtons de parler de manque de transparence. On va parler d'un sujet. Bon, c'est ni positif ni négatif, c'est un fait. J'allais commencer à dire, ouais, c'est vachement bien, mais en vrai, non, on s'en fout, nous, mais c'est intéressant de le savoir. La Chine a dépassé pour la toute première fois les États-Unis sur l'index de la recherche contre le cancer, Ah, sachant que les États-Unis ont été de tout temps les premiers. Sachant que cet index, c'est en gros la moyenne entre le prestige et le nombre d'études sur le sujet, enfin la moyenne pondérée entre les deux. ouais. Sachant que la Chine est le partenaire privilégié de tous les pays qui travaillent sur le cancer. Genre, les Français, s'ils ont un collaborateur étranger, c'est quasiment toujours un Chinois. Les Anglais, c'est Mhm. pareil. Les Allemands, c'est pareil. Euh, et si on regarde au niveau des universités, le leader est très très loin au-dessus de tous les autres, c'est Harvard. Et sinon, le numéro 2 et le numéro 3, ce sont des universités chinoises, l'Académie des sciences chinoises et l'université Watsen, ou Watsen, je ne sais pas comment ça se prononce. Ouais. Mais voilà, petite anecdote, pour changer un petit peu. C'est bien. Je trouve ça assez bien, en fait. J'ai quand même un petit souci avec le monopole, entre guillemets, le Américain, monopole de la bonne recherche, ouais, avec les ouais, universités américaines. Donc c'est pas mal. C'est vrai que à côté de ça, je repars encore dessus. À c'est côté de pas ça, vrai. on voit on voit toutes les news sur le fait qu'en Chine viennent, Chine et Inde, c'est de là que viennent tous les paper mills, donc tous les faux articles, etc., etc. Mais faut aussi se dire que c'est aussi des pays qui ils sont grands par rapport Ouais. aux nôtres. Et quand tu as 1,5 milliard d'habitants, et que les universités commencent à se développer, bah, le problème évidemment c'est que dès que tu as un peu de fraude, entre guillemets un peu, hein, en proportion qui vient s'insinuer là-dedans, bah, en fait ça fait Un c'est un monde. raz-de-marée. C'est un raz-de-marée monstrueux en fait de fraude et puis de paper mills et de machin et blablabla, etc. etc. Mais forcément, parce que du coup ils représentent plus d'habitants et je sais pas en termes de nombre de chercheurs, il faudrait regarder C'est monstrueux, hein. combien présentent. Ouais, C'est monstrueux. c'est assez dingue. Et mais du coup, forcément, ne serait-ce que le nombre d'habitants en tout, c'est plus que les États-Unis et puis l'Europe réunis, quoi. Mm. Donc, euh, donc forcément, ça fait beaucoup la production scientifique. Un article qui... Alors, je te donne le titre, c'est Willy fait de l'IA pendant que la science brûle. Ok. Déjà, ça pose le thème. Ouais. Alors, l'article est très long et assez compliqué. J'ai vraiment fait un résumé très court de quelque chose d'assez complexe en réalité. C'est donc Willy, qui est un très gros éditeur scientifique, qui indique avoir fait un partenariat avec Amazon pour entraîner l'intelligence artificielle d'Amazon sur tous leurs articles, sachant que normalement ChatGPT, etc., n'entraîne les intelligences artificielles que sur les articles open access ou les Ouais. préprints, etc. Donc, c'est une collaboration. Donc, on ne sait pas si c'est Willy qui a payé Amazon, Amazon qui a payé Willy pour faire quoi, etc. Mhm. Mais ça pose quand même une certaine question. C'est que Willy, ils ont fait, enfin, ils ont dû rétracter plus d'une dizaine de milliers d'articles de mauvaise qualité qui provenaient Mhm. de son rachat d'Indawai. La question est, quelle est la qualité des articles sur lesquels l'IA va s'entraîner? Mhm. Sachant que, bah, en fait, ils ont fait le tri de ceux dont ils pouvaient pas ne pas garder, mais en fait, il y en a plein d'autres qui sont vraiment très pourris. Mhm. Et ça pose aussi l'allocation des ressources. On en a parlé juste avant. Alors, Psychological Science, je sais pas si ça appartient à Willy ou pas. Je sais même pas à qui ça appartient, mais peu importe. Mais les Non. employés de Willy, ils disent avoir énormément de mal à travailler à cause du sous-effectif permanent, de logiciels qui ne marchent pas très bien. On l'a eu de notre cas nous aussi, hein, quand on a demandé à publier un article chez Journal of Aggressive Behavior, où en fait l'éditeur en chef comprenait pas pourquoi notre commentaire n'avait pas réussi à être publié. Et en fait, c'était les éditeurs de Willy qui n'arrivaient pas avec leur logiciel à communiquer, je sais pas quoi. J'ai eu un autre souci sur une méta-analyse publié dans le Journal of Creative Behavior, un journal Willy, qui a mis un mois et demi à créer le DOI, alors que l'article a été publié sur leur site, mais le DOI ne marchait pas. Donc voilà,
l'article là, enfin l'article le billet de blog quoi, se pose quand même la question de pourquoi est-ce qu'ils en font autant là-dedans alors qu'en vrai, enfin voilà, la science, quand il dit la science brûle, c'est vraiment la manière de produire de la science chez Willy, c'est littéralement une voiture en feu qui fonce dans le vide. Ouais. Et en même temps, ils font des collaborations sur des trucs, tu te dis, mais pourquoi? Et surtout, qu'est-ce que ça va vraiment leur rapporter, sachant que enfin, c'est pas de la qualité, quoi, ce qu'ils proposent. Ouais. Bon. C'est pas que de la qualité, ce qu'ils proposent. C'est plutôt ça que je voulais dire. Ouais. Ça me fait beaucoup rire que tu appelles ça Willy. Tu dis Mais Willy? non, je dis Wiley, mais Wiley. je sais même pas si j'ai raison, mais je pense que c'est Wiley. Mais Willy, c'est très drôle. Ça Moi, fait j'adore. ça les rend beaucoup moins sérieux du coup. Moi, ça fait Ah Willy c'est Denze. Moi, j'adore Willy Denze. ok. Euh, ouais. Effectivement, c'est interrogeant. Je suis et par rapport à ce que tu disais, Psych Science, c'est une revue Sage. Ouais, C'est pas ok, Wiley. ouais. Ok. Mais pour l'instant, j'ai d'assez mauvaises expériences avec les journaux Wiley. Je suis un peu. Moi aussi, systématiquement. Ouais, je me demande s'ils sont très sérieux, ces journaux. Je sais pas. Hein, après, c'est difficile de faire une généralité. En fait, c'est pas tellement les journaux en eux-mêmes, c'est le logiciel qu'ils utilisent et Ouais, les proofreaders qu'ils ont, qui sont interjournaux, etc., qui suivent pas. ouais. Après, Ouais, il y a des chances que ce les soit ça. journaux en eux-mêmes, enfin, du coup, ce qu'il disait, hein, c'est que vraiment les scientifiques, donc les éditeurs, etc., de ces journaux, souffrent vraiment de cette situation, de se dire ils n'ont pas de soutien de la part du publisher, etc., quoi. Ouais, ouais, c'est interrogeant. Ouais. Surtout avec le pognon qui est brassé avec ça. Je Ah veux dire, ouais. autant on peut se demander sur le manque de fonds au sein d'un journal, ça c'est tout à fait légitime. Au sein du gros éditeur qui chapeaute tout ça, en général, les mecs, ils ont de quoi avoir des systèmes informatiques. Oh, je crois qu'on en a déjà parlé sur le podcast, mais même tous les portails, quand on essaie de publier un article, mais c'est incroyable. On se croirait dans les années, début 2000, Affreux. quoi. Ah C'est, ouais. enfin, je veux dire, vraiment, un jour, Il j'hésite y a un presque. truc qui. Il faut qu'on Ouais, parle de Manuscript Central. Manuscript Central, ouais, c'est donc c'est le même portail, c'est le même accès, sauf qu'en ouais. fait, tu as des identifiants différents pour chaque journaux. Donc en fait, Ah tes mon phases, Dieu. tu sais, c'est comme, je sais pas, c'est comme si tu allais sur ta boîte mail, mais que tu Mm. devais te connecter à ton mail avec un compte différent en fonction d'à qui tu veux parler. Ouais, 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 ouais. Ah ouais, ouais, non, mais c'est. Moi, vraiment, un jour, j'aimerais bien faire une petite vidéo comme ça où juste j'enregistre quand je vais publier un article, tu vois, juste la Mais submission. Nathanaël, je vais te Et. dire un truc, ça sera pas une petite vidéo. Moi, j'ai le dernier article que ma collègue Anaïs a soumis. Mhm. Elle a mis une journée. Ah ouais, bah, en Elle a général, mis une journée. je mets ouais, une bonne demi-journée facilement pour publier. C'est quand j'arrive à me connecter, hein. Parce que ah oui, mais ça, je vais raconter très vite fait. Quand j'ai une fois soumis, bah, notamment à Psychological Science, alors c'est extraordinaire parce que il y a évidemment en sciences quand même, ils ont fini par mettre les trucs d'inscription automatique. Vous savez, comme dans n'importe quel site où on peut dire, quand on est connecté par exemple sur Gmail ou sur un Google, on peut sur certains sites dire se connecter immédiatement en utilisant le compte Google ou un truc comme ça. Et alors, c'est merveilleux parce qu'à un moment, en fait, il y a un site pour les chercheurs qui propose un espèce d'identifiant unique qui permet d'associer uniquement les chercheurs à un espèce de numéro, c'est le OrcID. Et donc, en général, Manuscript Central, quand on se connecte pour pouvoir soumettre un article, on peut se connecter à travers OrcID. Et pour se connecter avec OrcID, il y a aussi une adresse mail, un mot de passe, etc. Mais pour se connecter sur OrcID, on peut utiliser Gmail, donc l'identifiant Google. Alors c'est génial. Du coup, on va sur Psych Science. On dit soumettre un article. Comment se connecter en utilisant le OrcID. Donc, utilisez mon OrcID. Et pour se connecter sur OrcID, utilisez mon Google. Donc, il y a Et plusieurs attends, couches parce comme que ça. si tu as une identification à deux facteurs, faut que tu ailles sur ton téléphone Ouais. pour Ouais. autoriser le Google. Ouais. Et plein de fois, ça m'est arrivé plusieurs fois, pour plusieurs journaux d'ailleurs, que ça déconne complètement. Ouais, C'est-à-dire, moi, je ne ça peux n'a pas jamais m'inscrire. marché. Ouais, Ça n'a bah, jamais c'est ça. marché. Et quand ça marche, c'est génial parce que sur OrcID, il y a toutes tes informations normalement. Il y a quel genre d'expertise tu as, quelle université tu es, blablabla, etc., etc. À chaque fois, ça dit est-ce que vous voulez remplir vos informations automatiquement? Tu mets oui, puis ça met ton nom et ton prénom.
Voilà. Il dit, ah bah merci, ça valait le coup. Hein. Grâce à ça, j'ai gagné beaucoup de temps. Puis après, il te demande, mais alors des informations Attends, à moi chaque journal. j'ai eu, donc voulez-vous mettre automatiquement vos informations? Moi, m'avait mis une ancienne université, mais Ouais, il voulait pas que je le change après. C'était genre grisé, genre impossible de changer. J'étais là, super. putain. Et j'ai recréé un compte, j'ai refait une soumission. Ouais. Ah ouais. Ouais, ça, c'est des systèmes non unifiés et c'est des systèmes qui ont. Enfin, je veux dire, Manuscript Central, je pense que ça a 20 ans. Hein. Ça a été créé il y a 20 ans et puis ils n'ont pas d'informaticien Jamais pour. été mis à jour. Ouais, Oh non, non, non. l'horreur, Non, non, c'est l'horreur. c'est nul. C'est nul. Est-ce que C'est tu veux vraiment. qu'on se... C'est honteux. Oula, est-ce que Mm. tu veux qu'on se détende un petit peu en faisant un petit top 10? Ah, vas-y, allez, un petit top 10. Un Ça petit plaît à tout top le monde, ça. 10 top des articles les plus cités en 2023 selon Web of Science, OpenAlex et Scopus. Donc ils ont pris les trois et ils ont allé regarder. Donc c'est des articles qui ont été forcément publiés avant 2023, mais qui sont cités par les articles publiés en 2023. Ok. Ok, alors je te fais du numéro 10 au numéro 1. Je les lis comme ça et on en parle après parce que je pense que tu n'en connais aucun. Enfin, tu en connais peut-être deux Mhm. et moi aussi. Ok. Numéro 10, Long Short Term Memory, datant de 1997, avec à peu près entre 2000 et 12 000 citations. Alors, Long Numéro... Short Term Memory, Ouais, c'est pas PCNT, ça, qui a sorti ça? bah, tu peux taper sur Internet en même temps. Ouais, si tu l'as. Long Short Term Memory? Parce qu'il a bossé à fond là-dessus. Ah, c'est peut-être pas lui qui a inventé le truc. 1997. C'est Oshreiter. Ochreiter. Ok. Ouais, non, bah non. Bon, j'ai voulu faire le malin et ça a pas marché. Ok, alors je continue en faisant style que t'as rien dit. Ouais. Efficient Iterative Scheme for Ab Initio Total Energy Calculations using a Plane Wave Basis Set de 1996. Mhm. Ok. Numéro 8, Random Forest de 2001. Ok. Ouais. Ok. Numéro 7, Analysis of Relative Gene Expression Data using Real-Time Quantitative PCR and 2 exposant moins delta delta C petit t méthode 2001. Numéro 6, celui-là tu le connais, le Prisma 2020 Statement. Donc un article très connu expliquant comment on fait des méta-analyses et revues systématiques. Ouais. Mhm. Numéro 5, tu le connais aussi, Using Thematic Analysis in Psychology de 2006. Donc un Mhm. article bon, qui est connu, on l'a pas forcément lu en détail, mais qui parle de comment on fait des analyses thématiques en psychologie. Mhm. Ce qui est assez fou, on en discutera, hein, mais voilà, numéro 4 de tous les articles les plus cités de 2023. Mhm. 4, Generalized Gradient Approximation Made Simple, Ok. 1996. 3, Attention is All You Need de 2017, Mhm. article sur les IA génératives. Ouais. 2, Global Cancer Statistics 2020, Mhm. donc le lien entre le cancer et 185 pays qui date de 2021. Ouais. Et numéro 1, à ton avis, c'est un article sur quoi le numéro 1? Ah, bon, je sais pas, à vue de pif, je dirais de l'informatique, un truc comme ça, non? Deep Residual Learning for Image Recognition Ah, 2016, donc effectivement du chat GPT visuel, ouais, je me doutais que c'était un truc dans le genre, ouais. avec 33 000 citations. Pas mal, hein. Oui, 33 000 citations. Ouais. Mhm. Alors, trois choses à retenir. Donc, j'ai piqué. Tiens, je vais te l'envoyer maintenant que je t'ai envoyé le Toby. Je peux t'envoyer le lien. Il y a trois choses à retenir. Et c'est pas moi qui le dis, c'est ceux qui ont fait ce top. C'est que Mhm. plus de la moitié du top 10, c'est des articles de support, c'est-à-dire des articles qui ont créé des packages, qui ont créé des fonctions, qui ont fait des logiciels. Ouais. Ce qui est assez fou parce qu'en fait, la plupart des gens qui font du support, enfin, tu vois, si moi tu m'avais dit c'est quoi les 10 articles les plus lus, je t'aurais pas dit des articles de package, tu vois. Ouais. Mhm. Sur le top 10, il y en a 5, c'est des articles sur l'IA ou relatifs à l'IA. Ouais. Ça fait sens. Ça, oui. Et le plus vieux date de 96. Mhm. Et c'est un article sur un logiciel qui permet facilement de calculer les interactions entre électrons dans les matériaux
Et donc le logiciel est toujours utilisé et marche toujours très bien. Ok. Voilà, c'était petite anecdote en plus. Moi, ça m'étonne pas que ce soit surtout des logiciels, les packages, etc., qui soient vachement cités parce que, en fait, c'est un truc qui est, c'est omniprésent en fait. Je veux dire, je sais pas moi, genre je veux dire, les citations de R dans les papiers. Bon, les gens en général ils les citent pas quand c'est R, mais quand même certains le font. Je veux dire, toute personne qui a utilisé R est censée citer du coup R, l'article sous-jacent à R. Il y a un article à la con, je sais plus ce que c'est, mais un truc que personne n'a jamais eu. Euh, et pareil pour tous les packages, en fait. Je veux dire, dès que tu l'utilises, si jamais tu as un truc qui devient un petit peu le standard, ça veut dire tu as une convergence en fait de tous les articles du domaine en fait qui se mettent à citer ça. Donc, je suis pas très étonné en fait. Alors, juste un petit point, c'est les articles les plus cités en 2023. Ouais. Peut-être que ce sera différent si on s'intéresse aux articles les plus cités de tous les temps. Hmm. However, je te propose qu'on garde ça pour la prochaine fois, si ça te Ouais, va. ça va, avec plaisir. Et on va s'arrêter là. Je Ouais. pense que là, tout le monde en a bien assez d'informations pour la journée. On a même eu le top 10 et tout, c'est génial. Ah, Alors t'as là, vu, hein, t'as vu. il va y avoir des foules déchaînées d'auditeurs juste pour entendre notre top 10. Le troisième va vous surprendre, je vais forcément faire un truc comme Ah ça, bah tu oui, vas voir. bien sûr. Écoute, Nathanaël, merci d'avoir été là. On débriefe pas de comment ça s'est passé vraiment cette fois-ci. On en discutera plutôt la prochaine fois parce que du coup, on a décidé de séparer cet épisode en deux justement pour pas que ce soit trop long, qu'on parle trop de choses, voire même qu'on soit un peu trop redondant parce que bah effectivement, le fait que beaucoup de ces articles parlent de fraude, de méconduite scientifique, etc. On s'est dit bon, on peut le séparer en deux. Et bah, je te propose qu'on débriefe de tout ça la prochaine fois. Ouais. Sachant que, étant donné que c'est quand même deux épisodes un petit peu spéciaux qui vont se suivre, je pense qu'on les publiera plus rapidement, peut-être à 2 semaines d'écart et pas un mois d'écart, histoire de pouvoir embrayer sur autre chose par la suite. Ouais. Ça marche? Ça y est, on commence à avoir un rythme effréné de. Non, 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 non. Après, ça reviendra une fois par mois parce que je vais pas tenir ça plus tout le reste. Ouais. Commence pas à me dire non, ça y est, une fois par semaine avec Tous à les chaque jours. fois, avec à chaque fois un nouvel invité. Non, non, Voilà. impossible. Bon, merci à tous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Répartation. Salut Nathanaël. Salut à tous.